écoutez, je vous propose que l'on commence. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence ce soir. Nous avons le plaisir pour cette dernière conférence organisée par la librairie Calvin pour cette année 2024. Le plaisir d'avoir avec nous Pierre-Yves Kirchléger. Les habitués de la librairie le connaissent et savent qu'on aime bien l'inviter. Je pense que ça fait quand même un certain nombre de fois que Pierre-Yves vient nous entretenir de son actualité de recherche. Donc ce soir, il s'entretiendra avec nous du 19e siècle protestant et en particulier de la reconstruction du protestantisme français. Vous savez que le 18e siècle a été le siècle de la clandestinité, de la persécution, et le protestantisme français en ressort très affaibli et exsangue, et tout le long du 19e siècle, il va renaître et se reconstruire de différentes manières. Alors, Pierre-Yves a écrit un livre, La matrice étrangère du protestantisme au XIXe siècle, les apports internationaux dans la refondation d'une communauté religieuse. L'intérêt, qui n'est pas le seul, mais qui est le principal, c'est le changement d'échelle, de focale. Pour comprendre le protestantisme français, il s'est attaché à montrer les apports européens. Et en fait, ce changement d'échelle, vous allez le voir, donne une lecture complètement renouvelée, une nouvelle compréhension de la manière dont le protestantisme français s'est renouvelé. Alors, vous connaissez sans doute l'histoire du Réveil, mais il y a encore beaucoup d'autres éléments dont Pierre-Yves va nous parler ce soir. Merci Pierre-Yves de ta présence et on te laisse la parole, on t'écoute. Merci. Merci pour ces mots d'accueil. Merci pour l'organisation de cette conférence. Merci à toutes et tous pour votre présence. Cette conférence qui me donne l'occasion de présenter mes dernières recherches, comme l'a dit Stéphane, et dont l'idée finalement était très simple. J'ai voulu mesurer les influences de tous ordres venues de l'étranger qui vont s'exercer au profit du protestantisme français au cours du XIXe siècle. Alors, le paradoxe de ce sujet, c'est qu'en fait, il était évident, et je dirais même tellement évident qu'il n'avait jamais été traité. Car ce lien du protestantisme français avec l'étranger est une constante de son histoire. Donc en fait, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. On peut songer au rôle qu'a joué la ville de Genève, bien sûr, dans la formation de la réforme protestante en France, au XVIe siècle, puisque Jean Calvin, même s'il est d'origine française, il se réfugie à Genève, et c'est de là que ses idées vont bien sûr rayonner, et que les églises réformées vont pouvoir se développer. On connaît également la grande vague de départ vers les pays du refuge, au XVIe et surtout au XVIIe siècle. Donc finalement, ces liens du protestantisme français avec l'étranger, ils sont connus. Alors pourquoi ce silence des historiens sur ce sujet à propos du XIXe siècle? Je me demande s'il n'y a pas deux raisons pour cela. Et la première, c'est d'abord, on pourrait dire, la dimension polémique d'un tel sujet. C'est-à-dire que montrer les relations internationales du protestantisme français, montrer la globalisation protestante précoce, c'est d'une certaine manière donner raison aux adversaires du protestantisme, à tous ces anti-protestants nationalistes de la fin du XIXe siècle. Et dans le contexte de l'affaire Dreyfus, l'écrivain ultranationaliste Charles Maurras, qui est le leader d'un mouvement qui s'appelle l'Action française, qui défend ce qu'on appelle le nationalisme intégral, et qui dénonce ce qu'il appelle les États confédérés anti-français, et bien cet écrivain Charles Maurras a développé, parmi ces groupes anti-français qu'il veut dénoncer, toute une rhétorique de haine anti-protestante. Et il prend pour cible, de manière obsessionnelle dans ses écrits, les protestants qu'il juge étrangers ou, pire, apatrides. Et il va prendre pour cible
Une famille qui devient pour lui le symbole de tous ces protestants apatrides qui sont en train de s'infiltrer partout dans la société française, c'est la famille Monod. Alors voici ce qu'il écrit, je vous relève simplement quelques phrases, hein. La tribu Monod, puisqu'il s'agit d'une famille extrêmement nombreuse, avec de très nombreux enfants à chaque génération, hein, parfois plus d'une dizaine. La tribu Monod s'allie à toutes les races germaniques et anglo-saxonnes du monde. Le Monod est sans feu ni lieu. Ce n'est qu'au figuré qu'on peut le dire citoyen d'un État domestique, ni habitat, ni sépulture, rien qui le lie, ni qui fixe au sol. Les cendres des pères Monod courent dans les fourgons de leur tribu errante. Et ce qu'il reproche à la famille Monod, c'est d'être d'origine étrangère et de s'installer en France, mais de ne pas être véritablement français. Et il pointe en particulier tous les mariages qui au fil des générations, continuent avec des conjoints étrangers. Et je pense que les historiens se sont donc montrés très prudents en évitant ce sujet, parce que finalement ça confirme l'une de ces dénonciations des nationalistes à la fin du XIXe siècle. La seconde raison du silence sur ce sujet, c'est probablement aussi que les historiens ont beaucoup travaillé sur le XVIIe siècle et sur le refuge. Alors ce qu'on appelle le refuge, c'est la grande émigration des protestants français, environ 200 000 personnes, soit le quart de la population protestante du royaume, qui va partir après la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, décidée par Louis XIV. Et ces protestants vont partir vers les Provinces-Unies, vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers l'Amérique également, vers l'Afrique du Sud, ou plus loin encore vers la Russie. Et les pays scandinaves, comme vous le voyez sur la carte. Et cette émigration, donc très importante, elle a bien sûr tissé des liens à l'échelle internationale. Et donc les historiens ont beaucoup travaillé sur ces liens, puisque les exilés ont conservé des relations avec la partie de leur famille qui était restée dans le royaume de France. Et donc on a énormément de correspondances pour connaître ces liens entre les exilés et leur famille en France. Ces exilés, en plus, créent, lorsqu'ils s'implantent en pays étrangers, ils vont créer des églises protestantes françaises qui sont autorisées par les souverains, puisque les souverains, en général, soit ne souhaitent pas accueillir ces exilés, et donc on leur demande de passer chemin, soit alors on les accueille à bras ouverts, parce que c'est une main-d'œuvre. Ce sont des artisans, ce sont des gens un peu plus éduqués que la moyenne, et ils sont souvent accueillis à bras ouverts parce qu'ils apportent avec eux des éléments extrêmement positifs pour le renouveau, et en particulier le renouveau de la vie économique, qui a été très souvent malmenée pendant la période de la guerre de 30 ans, au milieu du XVIIe siècle. Et donc ces exilés, ils n'oublient pas leur origine française, ils espèrent d'ailleurs revenir dans le royaume de France. Ils espèrent d'autant plus que le roi Louis XIV meurt et donc, au début du XVIIIe siècle, et donc on espère que son successeur sera plus indulgent. Et donc ils continuent à soutenir le protestantisme français, ils le soutiennent politiquement, en essayant de convaincre les pays d'accueil d'aider les protestants français, et ils les soutiennent aussi financièrement. Et c'est vrai que par rapport à tous les travaux des historiens sur cette période, c'est vrai que le XIXe siècle apparaissait comme la fin de ces réseaux. Puisque, avec la Révolution française, le protestantisme français retrouve sa liberté. Donc il n'y avait plus besoin, depuis l'étranger, de venir en aide aux protestants français. Il n'y avait plus besoin de les soutenir. D'autant plus que, entre 1685 et la Révolution française, on a un écart de 100 ans, et en 100 ans, les exilés, les réfugiés huguenots ont aussi progressivement perdu un peu la perspective de revenir en France. Très souvent, évidemment, ces descendants de huguenots
se sont assimilés dans les sociétés où ils s'étaient implantés. Ça veut dire parler la langue, et donc progressivement l'usage du français disparaît. Ça veut dire aussi s'assimiler à un nouvel environnement, et donc très souvent dans les pays scandinaves, dans l'Allemagne du Nord, on a abandonné la spécificité du protestantisme calviniste français pour s'intégrer aux églises luthériennes. En Angleterre, on s'intègre aux églises anglicanes. Et donc tout cela, finalement, a tendance à faire diminuer les liens entre les réfugiés huguenots et la France. Et donc pour les historiens, il semblait finalement assez évident que les réseaux protestants internationaux avaient disparu. Or, mon intuition en commençant ce travail, à partir des indices qu'avaient trouvés tous les historiens précédents qui avaient travaillé sur le XIXe siècle, mon intuition c'était que ces circulations internationales n'avaient pas disparu, mais qu'elles avaient changé. Et que finalement on pouvait peut-être relire l'histoire du protestantisme français en sortant du cadre franco-français. C'est assez, ça pourrait paraître finalement assez évident de dire cela, mais les historiens sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on est évidemment pris par nos cadres de pensée. Et nos cadres habituels de pensée, depuis qu'on est tout petit, on raisonne en français, on apprend évidemment l'histoire de France d'abord, nos sources sont françaises. Voilà. Et donc, à force de travailler dans ce cadre, on en vient à oublier que notre histoire peut se lire d'une manière différente. Et mon hypothèse a été que précisément on pouvait essayer de reprendre cette histoire du protestantisme français au XIXe siècle, qui a déjà été très bien écrite, en particulier par Patrick Cabanel, qui a fait une très grande somme sur l'histoire des protestants en France. Je me suis dit qu'on pouvait reprendre cette histoire-là pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans une perspective non centrée sur la France. C'est-à-dire travailler bien sûr sur le protestantisme français, mais avec un regard décalé. Et ce regard décalé, c'était l'idée qu'on pouvait peut-être essayer de voir comment le protestantisme français avait tissé des liens au XIXe siècle, était en interaction avec les protestantismes étrangers. D'autant que le protestantisme français sort d'une période extrêmement complexe au XIXe siècle. Il sort d'une période de persécution et d'interdiction. Depuis la révocation de l'édit de Nantes, il n'y a en France officiellement plus de protestants. C'était en tout cas le rêve de Louis XIV. Les temples ont été démolis. Les pasteurs interdits, pourchassés, exécutés, martyrisés. Les protestants qui continuaient à se rassembler clandestinement étaient bien sûr surveillés. Et lorsque les assemblées clandestines au désert étaient surprises, les hommes étaient condamnés aux galères et les femmes condamnées à la prison. La plus célèbre, on la connaît dans notre région, puisqu'il s'agit de la tour de Constance. Donc le protestantisme a survécu à cette période qu'on appelle période du désert. Donc on a le célèbre musée du désert à Mialet qui nous retrace cette histoire entre la révocation de l'édit de Nantes, 1685, et la Révolution française, l'édit qu'on appelle l'édit de tolérance, 1787, qui rend aux protestants français une liberté. D'abord une liberté civile, puis une liberté religieuse. Donc, on le voit sur cette carte, les églises du désert ont survécu. Elles ont survécu, mais cette carte, en fait, elle est un peu trompeuse. Parce qu'évidemment, on voit un grand nombre de points. Donc, bien sûr, les églises ont survécu, mais tout dépend, en fait, quelle mesure est-ce que l'on prend. Bien sûr, le protestantisme est vivant. Alors ça, c'est un constat évidemment très important à faire, puisque ça a mis en échec la politique des rois de France depuis Louis XIV. Donc le protestantisme sort vivant après un siècle d'interdiction et plusieurs siècles en fait déjà de difficultés et de persécutions.
Il est vivant, oui, mais il est complètement exsangue. Il est sérieusement diminué dans ses effectifs, et voici les chiffres, qui sont à peu près arrondis, parce que évidemment c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts, mais les historiens sont à peu près d'accord sur ces chiffres. Vous voyez comment le protestantisme s'est réduit à peau de chagrin. L'apogée de la communauté protestante en France, ce sont les années 1560, 2 millions de protestants, environ 12,5% de la population. C'est-à-dire qu'on était à une période de forte expansion du protestantisme. C'est cette courbe en forte croissance que vous voyez à partir de l'apparition du protestantisme, donc à partir du début de la Réforme, 1518-1520. Sauf que cette courbe est stoppée net par les guerres de religion, et à partir de là, la politique royale va être de limiter le développement du protestantisme et même de soutenir la reconquête catholique. Et donc, dans les années 1600, la population protestante a déjà diminué de moitié. 1 million de personnes, soit 9% de la population. La politique royale va être de plus en plus répressive vis-à-vis du protestantisme, et donc les chiffres, évidemment, vont s'effondrer. 790 000 protestants dans les années 1670, soit 4,5% de la population, et on a déjà diminué par 2, au niveau du pourcentage. Et puis après, vous avez la révocation de l'édit de Nantes en 1685, et donc là, vous avez des conversions massives forcées sous la menace des dragons, des dragonnades, et donc en 1700, on n'a plus que 600 000 protestants, 2,7% de la population, et à la fin des persécutions, donc au moment où les protestants retrouvent la liberté lors de la Révolution française, le protestantisme français est au plus bas, 470 000 protestants, soit 1,6% de la population. Donc vous voyez la présence du protestantisme français. Bien sûr, elle est toujours là, donc le protestantisme est sorti vivant, mais il est au plus bas, complètement exsangue. La présence s'est resserrée, à la fois en termes d'effectifs et aussi en termes de géographie. Dans beaucoup d'endroits du royaume, le protestantisme a complètement disparu. Et il ne reste, alors évidemment ici la carte est un peu trompeuse puisque les points ne sont pas corrélés à la taille des communautés, mais le protestantisme du Nord est vraiment, lui, tout petit, et vous avez par contre un protestantisme qui va être plus nombreux dans le sud de la France. Alors la zone du sud en particulier, on sait que ce sont... Alors, plus les protestants étaient nombreux aussi, plus ça a été facile de résister et de traverser la période du désert. Et donc, dans le Gard, on a 26 000 protestants dans les années 1800. La Drôme, 35 000. L'Ardèche, 35 000. l'Hérault, 13 à 15 000. Dans l'Aveyron, 4 à 5 000 protestants. En Lozère, du Sud, 23 à 24 000 protestants, en Haute-Loire 5 400, dans les Bouches-du-Rhône 6 à 7 000, et dans le Vaucluse 4 500. Donc là, on a encore des bastions assez forts du protestantisme. Et le protestantisme, donc on voit sur ce graphique, hein, on reconnaît ce que je vous ai dit, c'est-à-dire cette montée en flèche au XVIe siècle, et puis après cette montée qui est stoppée, et puis après la dégringolade. Or, le protestantisme au XIXe siècle va se reconstituer progressivement. Il renoue, on le voit ici sur la carte, enfin sur ce graphique, la courbe rouge, c'est le nombre, on voit qu'au XIXe siècle, le protestantisme renoue avec la croissance. Il va y avoir en 1851 778 000 protestants. D'accord ? Donc on est parti de 470 000, le plus bas, on va monter à 778 000 en 1851, soit 2,1% de la population. Donc le protestantisme renaît au XIXe siècle, mais cette croissance, et c'est ça que j'ai découvert, parce qu'évidemment c'était pas mis en valeur jusque-là, la croissance démographique du protestantisme n'est pas due aux protestants français. Le protestantisme français n'a cessé d'être vivifié par les apports démographiques étrangers. Et ça, c'est évidemment à mettre en relation avec l'une des caractéristiques
de la France au XIXe siècle. La France devient au XIXe siècle un pays d'immigration. La France s'est caractérisée par une chute précoce de la fécondité et par un taux de mortalité infantile assez élevé. Ce qui fait que la croissance démographique naturelle des Français est assez faible. On le voit ici sur ce graphique, alors que la France en rouge, vous voyez, était le pays le plus peuplé d'Europe en 1800, elle est dépassée, rattrapée puis dépassée par les pays voisins, en particulier l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui eux connaissent des croissances démographiques très fortes. Le Royaume-Uni enregistre par exemple une croissance de la population de 48% jusqu'en 1870, l'Allemagne de 57%, alors que la France ne croît que de 23%. Et l'écart s'amplifie encore, vous voyez, vers la fin du siècle, si bien que l'Allemagne et le Royaume-Uni dépassent la croissance démographique, dépassent la population française à la fin du siècle. Et donc on a bien, on le voit, un affaiblissement démographique de la France qui pose des difficultés alors que le pays est en train de connaître un très fort développement industriel. C'est la naissance au XIXe siècle de la révolution industrielle. Et pour pouvoir se développer, on a besoin de main-d'œuvre. Et donc comment faire lorsqu'on ne trouve pas la main-d'œuvre dont on a besoin chez soi? On fait venir la main-d'œuvre étrangère. Et donc c'est d'autant plus facile que vous avez dans les pays voisins une forte croissance démographique. Et dans les pays voisins, on a précisément du mal à nourrir toute cette population qui augmente fortement. Et donc l'originalité de la France au XIXe siècle, c'est qu'elle est un pays d'immigration dans un continent qui, lui, est un continent d'émigration. Alors, on sait que beaucoup d'Européens vont partir vers les États-Unis, mais avant de partir vers les États-Unis, ils vont s'arrêter dans le pays le plus proche, c'est-à-dire la France. Alors, on a des recensements au XIXe siècle. Le premier recensement qui prend en compte la présence des étrangers, c'est le recensement du milieu du siècle, 1851, et on estime le nombre d'étrangers en France à 380 000. Le chiffre va doubler en 25 ans, 800 000 en 1876, et on a 1 million d'étrangers en 1886. Et parmi ces étrangers, il n'y a pas que des catholiques venus de Belgique ou d'Italie, il y a aussi des protestants venus du Royaume-Uni, venus de Suisse ou des pays allemands. Alors c'est justement extrêmement intéressant de voir comment finalement cette émigration qui devient pour la France donc une immigration, cette immigration qui n'a pas d'origine religieuse, à la différence de ce qui s'est passé à la période précédente. Cette immigration qui a une origine économique ou politique, elle a des conséquences religieuses sur la France, bien sûr. Donc on ne vient pas en France parce qu'on est persécuté pour sa foi dans son pays, on vient en France d'abord pour chercher de meilleures conditions de vie, ou pour chercher du travail, quand on vient de vallées pauvres, en particulier de vallées suisses, qui sont pauvres. La Suisse est un pays pauvre au XIXe siècle, rural. C'est pareil pour l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas encore un grand pays industriel. L'industrialisation de l'Allemagne est en retard par rapport à la France. Donc on peut venir chercher des conditions de vie meilleures, on peut venir aussi chercher des opportunités pour faire fortune. Et en particulier, ça va être le cas des Britanniques, puisque les Britanniques, eux, sont un peu en avance au point de vue technologique et industriel par rapport à la France. La révolution industrielle a démarré un peu plus tôt au Royaume-Uni, et donc le Royaume-Uni a une supériorité technique dans certains domaines, en particulier dans le textile, dans la construction mécanique, dans la métallurgie, dans le charbon. Et donc si bien que l'on peut venir en France pour, non pas chercher de l'emploi parce qu'on meurt de faim, mais pour créer des opportunités professionnelles
intéressantes. Et ce sont souvent des ouvriers plus qualifiés qui vont venir d'Angleterre, et ils s'installent principalement, évidemment, dans les territoires les plus proches, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Normandie, en Picardie, en Bretagne, et puis ils vont s'installer aussi un peu plus loin, en Alsace, dans la Loire, en Auvergne, et même en Provence. Alors je vous prends un exemple qui est assez significatif. En 1826 à Mulhouse, un industriel alsacien, André Quéclin, va créer, je cite, « une usine anglaise clé en main ». C'est ce qu'il écrit dans son rapport au préfet. Une usine anglaise clé en main, flambant neuve et du dernier cri en matière de technologie. Et pour ça, il a besoin de quoi? Il a besoin, évidemment, des plans de cette usine anglaise, mais il a besoin aussi des machines qui sont anglaises, et il a besoin d'un personnel qui est anglais et qui va encadrer les ouvriers locaux. Donc cette nouvelle usine mulhousienne, en fait, elle est quasiment entièrement anglaise dans ses conceptions, dans ses machines et dans son personnel encadrant. Paris aussi attire énormément. Paris est à l'époque la plus grande ville, va devenir la plus grande ville industrielle du monde au XIXe siècle, avec plus de 400 000 ouvriers, sur une population totale d'1 million d'habitants en 1850. Et la capitale attire beaucoup d'Allemands. Alors on dit qu'ils sont plus de 60 000 à Paris en 1850, et on dit à l'époque, de manière un peu humoristique, que Paris est alors la 3e ville allemande d'Europe. 3e ville allemande en taille, c'est-à-dire après Berlin et Hambourg. Les autres villes allemandes étant de taille plus petite. Et donc, comme on a déjà 60 000 Allemands à Paris, c'est pour ça qu'on peut dire que Paris donc, serait la 3e ville allemande en Europe. Les Allemands s'installent un peu partout. À Metz, on a 15 000 Allemands. À Lyon, 1500. Le Havre, Bordeaux et Marseille comptent entre 500 et 1000 ouvriers allemands, sur un total de 170 000 Allemands en France. Et donc, vous voyez qu'on a vraiment un apport démographique important, et loin d'être uniquement une immigration aisée, loin des clichés, cette immigration comporte une réelle diversité sociale. Alors, on connaît cette diversité sociale par les registres des paroisses protestantes, en particulier celles qui comptent un grand nombre d'immigrés étrangers. Au Havre, par exemple, une ville où les protestants d'origine française sont très peu nombreux, et où au contraire les protestants d'origine étrangère sont très nombreux, puisqu'il s'agit d'une ville portuaire, industrielle, qui est en plein développement. Au Havre, les 2/3 des étrangers sont des domestiques, ou des commis, des marins, ou des ouvriers, et seulement 1/3 des étrangers protestants appartiennent à des métiers de classe moyenne, des commerçants, des professeurs, des artistes, ou des classes plus aisées. Dans la communauté protestante de Lyon, le groupe le plus nombreux, c'est bien sûr le groupe venant de Suisse, le pays le plus proche. Parmi ces Suisses, le plus grand nombre sont des hommes de peine, des domestiques, des concierges, 99 personnes en 1850. Ensuite, vous avez une 50aine de commis ou d'employés de commerce. Vous avez une 30aine de couturiers, couturières et tailleurs. Vous avez 27 cordonniers, 26 personnes qui travaillent dans les métiers de l'alimentation. Les Allemands, eux, sont plutôt des tailleurs, 22 personnes, ou des cordonniers, 22 personnes. Et les autres occupent les métiers les plus divers, y compris la prostitution. À Paris, dans le quartier Saint-Marcel, on trouve énormément de travailleurs pauvres venus essentiellement de la Hesse, en Allemagne, et ils exercent le métier de balayeurs de rue. Et lorsqu'ils ont l'opportunité de gagner un peu plus d'argent et de quitter ce métier, ils vont s'employer dans les usines qui sont en train de se développer.
Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de comprendre pourquoi vont se développer en France des églises étrangères. Parce que tous ces migrants qui arrivent, bien sûr, ont d'abord des difficultés à parler le français ou parler la langue régionale lorsque l'on n'est pas dans le nord de la France. Ils se regroupent évidemment par affinité confessionnelle, linguistique, et ils vont donc créer leurs propres églises de langue étrangère. Et c'est comme ça que se développent des églises de langue anglaise, des églises de langue allemande, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, etc. Évidemment, c'est dans les grandes villes de commerce, dans les grandes villes portuaires, que l'on va trouver un plus grand nombre de protestants étrangers. Mais vu l'ampleur de cette migration, dans bien des villes de petite taille, on va voir que les protestants étrangers sont aussi présents et ils vont constituer très souvent une part significative des communautés protestantes. À Avignon, où il n'y avait pas de communauté protestante au début du XIXe siècle, l'essentiel de la communauté protestante est d'origine étrangère. Dans la ville de Sète, le seul port du Languedoc, là aussi la communauté protestante originairement est très petite et elle va être étoffée par ceux qu'on appelle les hanovriens, c'est-à-dire des gens qui viennent d'Europe du Nord. Ils ne viennent pas tous de Hanovre, mais c'est l'appellation qu'on leur donne. Et on trouve là des Allemands, des Danois, des Suédois, qui viennent pour leurs affaires et qui s'installent dans le port de Sète pour développer le commerce. C'est-à-dire que l'on fait très vite, et les autorités font très vite le lien entre l'industrialisation et les conséquences religieuses des migrations qui sont opérées. C'est-à-dire que cela devient même un argument pour favoriser la construction de temples, en disant qu'il faut bien satisfaire les besoins religieux de ces nouvelles populations, dans un contexte de concurrence où les ouvriers, finalement, sont un peu en position de force, puisque l'on manque d'ouvriers, et s'ils ne trouvent pas sur place de quoi être satisfaits, ils n'hésitent pas à partir dans l'usine voisine. Et donc c'est pour ça que l'on voit un grand nombre de patrons qui vont créer pour leurs ouvriers les conditions religieuses satisfaisantes pour ces ouvriers. Alors bien sûr, s'il s'agit d'ouvriers catholiques, on va développer des institutions, une église catholique, et s'il s'agit d'ouvriers protestants, on va favoriser un lieu de culte et l'arrivée d'un pasteur, qu'on n'hésite pas d'ailleurs à aller chercher dans le pays d'origine des travailleurs immigrés. Alors ce lien entre industrialisation et immigration protestante semble d'ailleurs si évident à l'époque que dans l'Est, le chanoine catholique Victor Gerber milite en 1855 contre l'implantation des usines de Dietrich dans sa ville. La famille Dietrich est une famille protestante, et c'est connu. Et donc pour ce chanoine, il y voit là l'installation de cette usine une machination diabolique, dit-il, pour protestantiser la vieille citadelle catholique de Haguenau. Et donc on voit à travers ces multiples exemples que cette dimension protestante de l'immigration est extrêmement importante et qu'elle a véritablement contribué à la renaissance de la vie du protestantisme. Un protestantisme qui a été privé de tout. Privé de ses temples. Les derniers ont été détruits en 1685, ou presque, même s'il reste dans la région quelques vestiges précédents à cette époque. Ils ont pu survivre parce qu'ils ont été transformés ou vendus juste avant la démolition. Mais le temple d'Alès est détruit par exemple en 1685. Là vous avez une illustration de cette démolition. C'était le grand temple de Paris
enfin, juste à côté de Paris, puisqu'il n'y avait pas de temple dans la capitale elle-même, le temple de Charenton. Et donc à l'image de ce qu'on voit là, tous les temples ont été détruits. Mais le protestantisme est aussi privé de tout le reste depuis 1685. Pas de cimetière, alors qu'il est interdit de se faire enterrer dans les cimetières catholiques. Et donc c'est de là que vient la tradition qui existe encore dans notre région, des cimetières de famille. Les protestants sont privés de pasteurs, ils sont privés de théologie, ils sont privés de Bible. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer l'état vraiment lamentable dans lequel se trouve le protestantisme. Et évidemment, il va y avoir un immense effort de reconstruction du protestantisme. Mais dans cet effort de reconstruction, on n'avait jamais souligné le rôle extrêmement important des apports étrangers. Alors, pour prendre quelques exemples. Là, vous voyez le temple des Parisiens qui a été détruit. Alors, grâce à Napoléon Bonaparte et au système concordataire qu'il met en place, les protestants parisiens vont avoir un temple, alors qui n'est pas un temple qu'ils construisent, mais c'est une ancienne église catholique qui a été désaffectée pendant la Révolution française et que l'État va affecter aux protestants. Donc, ils ont un temple, mais ils n'ont pas de pasteur. Et le premier pasteur des protestants parisiens est un Hollandais. Il s'appelle Henri-Paul Maron. Et le pasteur Maron était déjà en poste à Paris avant la Révolution française. Alors, comment c'est possible? Parce qu'il était aumônier de l'ambassade des Provinces-Unies. Et c'est là l'un des paradoxes qui est assez étonnant de cette histoire de la révocation de l'édit de Nantes, de Louis XIV, c'est que lorsque Louis XIV interdit et pourchasse les protestants français, au même moment, il laisse toute liberté aux protestants étrangers de s'installer, de venir dans le royaume de France et d'exercer leur culte avec leur propre pasteur. À une seule condition, bien sûr, c'est que les protestants français ne puissent pas y assister. Alors pourquoi ce paradoxe de tolérance de Louis XIV? Parce qu'évidemment, on a besoin des protestants étrangers lorsqu'ils font du commerce, et donc on ne va pas ruiner tous les ports de France en se privant du commerce avec les pays protestants. On a besoin de l'apport étranger des Suisses parce qu'ils ont une spécialité, c'est la spécialité militaire. Sous l'Ancien Régime, on utilise beaucoup les soldats suisses. Alors, on connaît les célèbres gardes suisses du Vatican, mais en fait c'est une pratique très courante. Et donc en France, vous avez des régiments suisses qui sont employés par le pouvoir royal. Et bien sûr, comme la Suisse est partagée entre cantons catholiques et cantons protestants, et que certains régiments sont des régiments mixtes, à la fois catholiques et protestants, les Suisses ont négocié avec le pouvoir royal. D'accord, on continue à vous louer nos soldats, mais à condition qu'ils bénéficient de leur liberté religieuse. Et donc les soldats suisses protestants viennent et s'installent en France et peuvent venir avec leurs aumôniers. Et de la même manière, bien sûr, les ambassadeurs luthériens, les ambassadeurs britanniques viennent avec leurs aumôniers. Et donc, dans les lieux où ils sont implantés, ces protestants étrangers vont être un soutien, souvent clandestin, secret, mais pour les protestants français du désert. Et en particulier, le pasteur Maron, donc, qui était aumônier de l'ambassade des Provinces-Unies, va accueillir clandestinement des protestants parisiens dans la chapelle de l'ambassade pour un culte qui se fait non plus en hollandais, mais qui se fait en français pour s'adapter à cet auditoire. Alors pendant une période, les soldats du roi, la police,
plutôt parisienne, surveille les entrées devant les chapelles des ambassades protestantes, c'est-à-dire l'ambassade de Suède, l'ambassade du Danemark, l'ambassade des Provinces-Unies. Et donc, bien sûr, lorsqu'il y a des policiers, les protestants parisiens ne rentrent pas. Mais au fil du temps, les policiers parisiens sont un peu lassés de faire cette surveillance, et donc les protestants parisiens peuvent bénéficier de ces cultes aux ambassades, comme ils bénéficient dans les villes portuaires des cultes des marchands. Et donc on a de véritables temples qui existent. Alors bien sûr, ce sont des temples discrets, puisque la condition c'est qu'il n'y a rien de reconnaissable. Mais les marchands à Marseille, les marchands à La Rochelle, à Bordeaux, les marchands étrangers ont des temples, tiennent des cultes, ont des pasteurs, alors même que le protestantisme français est persécuté. Et cette tradition des pasteurs étrangers alors, va se poursuivre. Parce que précisément, la France manque de pasteurs. Alors, le nombre de pasteurs étrangers en France est tout à fait marquant au cours du XIXe siècle. La reconstitution du corps pastoral prend du temps. La France manque cruellement de pasteurs. Et les églises vont donc accueillir à bras ouverts les pasteurs étrangers qui veulent bien se mettre à leur service. Alors bien sûr, c'est plus facile lorsqu'ils sont francophones, et donc la Suisse va fournir beaucoup de pasteurs, mais pas seulement. Alors il y a un index des pasteurs qui avait été dressé par l'historien Daniel Robert, et qui est tout à fait révélateur. Il a compté 605 pasteurs entre 1800 et 1830, et sur ces 605 pasteurs, 21% sont étrangers. Alors les 2 tiers sont originaires de Suisse, mais vous avez 18% qui sont d'origine allemande, 24 pasteurs. Vous avez des pasteurs qui viennent des îles anglo-normandes, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Piémont italien, du Danemark, et même un pasteur qui vient de la Havane. Alors selon les données de ce recensement, 30% des pasteurs sont repartis, et certains n'ont passé que peu de temps en France. Ils peuvent passer 6 mois, 1 an. La plupart séjournent plusieurs années. Alors, par exemple, le pasteur de Guebwiller va passer 5 ans, et puis il va retourner en Suisse. Mais même lorsqu'ils repartent, très souvent ils cèdent la place à un autre pasteur étranger. Et à Lyon, par exemple, ce sont des pasteurs étrangers qui se succèdent pendant plus de 50 ans. Le consistoire de Marseille fait de même appel à des pasteurs venus de Genève, à partir de 1801, sur la majeure partie du siècle, à une exception près, un pasteur français. Et ces liens sont d'autant plus faciles que tous les pasteurs français, au début du XIXe siècle, ont fait leurs études à l'étranger. Oui, parce que dans la liste, là, on pourrait rajouter qu'il n'y avait plus non plus de faculté de théologie protestante. Et donc, où former les pasteurs? Impossible de le faire en France, donc on les envoie, depuis le XVIIIe siècle, au séminaire français de Lausanne. Ils y sont chaque année entre 15 et 20 pendant la Révolution française. Il va même y avoir un maximum, évidemment ça augmente au fur et à mesure, 42 pasteurs français, 42 étudiants en théologie français à Lausanne en 1808. Et puis, face à cette formation à l'étranger, évidemment, ça pose un problème à Napoléon Bonaparte. Il ne veut pas que les pasteurs, qui dans le système concordataire sont des fonctionnaires, soient formés à l'étranger. Et donc, Napoléon Bonaparte va créer des facultés de théologie. Une faculté luthérienne à Strasbourg, une faculté réformée à Montauban. Mais comment est-ce que l'on trouve des professeurs de théologie en 1808? Impossible à trouver. Et donc tous les professeurs de théologie de la faculté de Montauban, lors de l'ouverture solennelle en novembre 1810, ils sont tous suisses. Donc vous voyez que les apports étrangers, en fait, sont nombreux et variés parce que le protestantisme français doit entièrement se reconstruire dans tous les domaines.
y compris dans les domaines les plus matériels. Une religion n'est pas seulement une affaire de théologie ou de pasteur. Et donc, il faut rebâtir matériellement le protestantisme, puisque tout a disparu. Lors de la révocation de l'édit de Nantes, alors non seulement on a détruit les temples, comme je vous l'ai montré, mais le pouvoir a aussi ordonné à tous les imprimeurs protestants et à tous les libraires de cesser leur activité. Les dragons du roi avaient ordre de saisir et de brûler les Bibles et les livres protestants, si bien que, au début du XIXe siècle, le constat est général, la Bible est rare en France. Alors, lorsque les délégués de la mission d'évangélisation de Londres, la London Missionary Society, viennent visiter Paris en 1802, ils vont mettre 3 jours pour trouver une Bible en vente chez un libraire. Et ils cherchent bien. Et tous les témoignages de l'époque vont dans le même sens. On sait par exemple qu'à Saint-Hippolyte-du-Fort, pour une population protestante de 5300 personnes, le pasteur a trouvé 100 Bibles ou Nouveau Testament. À Saint-Jean-du-Gard, en 1831, pour une population de 3464 protestants, le pasteur a vraiment compté un par un, il a trouvé 74 Bibles. Donc vous voyez ce que l'on appelle à l'époque la disette de Bibles, 74 Bibles pour 3500 protestants. C'est tout, à Saint-Jean-du-Gard. Et comment est-ce que l'on va sortir de cette disette de Bibles ? On va sortir grâce à l'aide des protestants étrangers. Parce que bien sûr, on peut créer à Paris en 1818 une société biblique protestante, sauf que cette société biblique, elle n'a pas assez de moyens, vu l'ampleur de la tâche. Et donc elle demande de l'aide, et c'est pour ça que la plupart des Bibles au début du XIXe siècle ne sont pas imprimées en France. Les imprimeurs français ne suffisent pas. Et donc comme vous l'avez ici, pendant toute une partie du siècle, là on a une Bible de 1882, et c'est le bas qui nous intéresse, où est-ce qu'elle est imprimée ? À Cambridge, imprimée pour la Société biblique britannique et étrangère. C'est-à-dire qu'à Londres, comme aux Pays-Bas, comme en Allemagne, on imprime en français pour pouvoir expédier ces Bibles en France. Et on les exporte pour les diffuser à très bas prix ou les distribuer gratuitement. Alors pour vous montrer un peu l'ampleur de cette œuvre, la Société biblique protestante de Paris estime avoir distribué grâce à cette aide étrangère en 11 ans plus de 100 000 exemplaires des Écritures. Donc on a un effort colossal qui est fait mais qui n'aurait jamais été possible sans l'aide des protestants étrangers. Dans le domaine de la piété, là aussi on a des influences qui sont extrêmement importantes. Et des nouvelles habitudes qui sont apportées par l'étranger. Traditionnellement, la culture musicale des protestants français, c'était le chant des psaumes, qu'on a continué à chanter pendant la période du désert, et qui était véritablement une marque d'identité des protestants français. Or, au XIXe siècle, les protestants français vont découvrir les cantiques venus de l'étranger. Les cantiques méthodistes. Et vous voyez ici, ils sont imprimés à Londres en français, pour pouvoir être chantés en France. Et puis on découvre les cantiques venus de Genève. On découvre les chants luthériens, et en particulier donc un chant, le célèbre choral de Luther, qui va être traduit par un pasteur d'origine allemande. C'est un rempart que notre Dieu. Célèbre cantique que les protestants français vont adopter. Les traductions sont extrêmement nombreuses, et vous avez des pasteurs qui se spécialisent dans la traduction des chants. Alors là, le premier, le recueil là, que vous voyez ici, Chant chrétien, qui paraît en 1834,
ne contient en fait que des traductions ou des adaptations de cantiques étrangers. Alors des chants allemands, des chants britanniques. Le pasteur Rubens Sayens, à la fin du XIXe siècle, se fait une spécialité de ces traductions de cantiques qui vont devenir extrêmement célèbres. Par exemple, « Si vous saviez quel sauveur je possède », c'est un cantique britannique. Ou alors « Debout sainte cohorte », c'est-à-dire qu'on a là aussi une implantation de cantiques qui viennent de l'étranger et qui plaisent. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Voici le constat que fait le pasteur Arthur de Rougemont en 1880. Il dit « La foule aime ces airs populaires, très chantants d'un mouvement rapide, auquel s'adaptent souvent des paroles pleines de poésie, et elle s'y associe avec un véritable entrain. » C'est une musique qui apparaît plus moderne, plus adaptée aussi au langage de l'époque, plus adaptée aux mentalités, puisque l'on y parle aussi plus de sentiments et de poésie. Et à la fin du XIXe siècle, on voit arriver les chants venus des États-Unis, et on commence à découvrir les negro spirituals. Alors, ce sont des chants qui arrivent, mais ce sont aussi tout un tas de petits traités religieux, de la lecture, de la littérature pieuse qui arrive de l'étranger. Évidemment, on n'a pas écrit de romans pieux pendant la période du désert. Et donc, plutôt que d'écrire, on va se dire que c'est plus simple de traduire. Et donc on va traduire, là je vous ai pris deux exemples parce que ce sont, alors c'est des petits traités qui sont parmi les plus diffusés. Le premier, là, le berger de la plaine de Salisbury, c'est un véritable best-seller. Vous voyez, là on a déjà en 1816, c'est la 4e édition. Ce sont des petites historiettes, en général, bon, c'est vivant, c'est plein d'action. Vous avez un message religieux, une morale sociale. En général, c'est toujours la même chose, hein. On va dénoncer les pièges de la débauche, l'oisiveté qui est très mauvaise, et puis en face, on va louer les vertus de l'honnêteté, de l'épargne aussi, du travail, bref, que des bonnes valeurs. Donc, le berger de Salisbury, il a été publié pour la première fois en 1815 en français. Oui, on est déjà à la 4e édition en 1816. Il est sans cesse réédité. La fille du laitier, c'est la même chose. Alors c'est intéressant parce que les pasteurs, dans leur mémoire, en fait, nous permet de voir que l'impact de ces publications est réel. Le célèbre évangéliste Félix Neff, qui travaille dans les Hautes-Alpes, il est tout surpris de voir, de trouver la fille du laitier. Et il en parle à 2 reprises dans ses mémoires. La première fois, c'est qu'il voit à Grenoble un soldat qui est en train de lire ce petit texte. Et il va le retrouver ensuite dans sa paroisse, au fin fond des Hautes-Alpes. Pourtant, on va se dire, c'est compliqué, mais non, on voit qu'il y a des circulations grâce aux colporteurs. Là aussi, c'est un métier qui se développe au XIXe siècle. Et la jeune fille qui lui en parle, la première chose qu'elle lui dit, c'est qu'elle veut vivre comme la fille du laitier. Et donc on voit, on a véritablement un impact réel de toutes ces publications. Vous avez même une société, voilà, plusieurs sociétés qui se mettent à les diffuser, qui se spécialisent dans cette diffusion. Là, je vous ai pris, parce que j'ai trouvé sur Internet, cette photo un petit fragment du catalogue de la célèbre Société des livres religieux de Toulouse. C'est une société qui est créée en 1833 par des 3 frères banquiers, Courtois de Vissoze. Leur banque marche bien, mais ils ne s'en occupent en fait que très peu, et ce qui les intéresse, c'est d'aider au développement du protestantisme en France. Et donc ils vont créer cette Société des livres religieux, qui va compter 50 ans plus tard un catalogue de 889 titres, dont la plupart sont traduits de l'étranger. Ils vont diffuser plus de 8 millions d'exemplaires de ces petits livres jusqu'en 1900, et ils offrent gratuitement leur collection aux paroisses ou aux écoles protestantes qui en font la demande. Et c'est comme ça qu'on va développer la lecture et l'impact de tous ces petits traités par la création de bibliothèques paroissiales.
Alors la bibliothèque paroissiale de Lyon a été étudiée par l'historienne Marianne Carboni-Burkhardt, et elle a remarqué que 66% des romans, ou de ce qui peut être assimilé à ça, c'est-à-dire les ouvrages récréatifs, 66% sont des œuvres étrangères, traduites du suisse, enfin venues de Suisse et traduites de l'allemand ou de l'anglais. Et la plupart, ce sont des récits ou des romans d'inspiration protestante, donc qui font l'éloge de bonnes vertus et qui dénoncent bien sûr les mauvaises attitudes. De la même manière, les protestants vont être influencés par les missionnaires. Et en particulier, je l'ai mis, voilà, c'est dans ce sens-là que je vais le mettre, pardon, les missionnaires étrangers, qui vont avoir un rôle et un impact extrêmement important au cours du XIXe siècle. Puisqu'il ne s'agit pas seulement d'apport démographique ou d'influence culturelle, mais le protestantisme français va être considérablement aidé et transformé par le rôle des missionnaires étrangers. Alors pourquoi cela? Parce qu'au XIXe siècle, la France apparaît comme un pays pivot entre l'Europe du Nord protestante et l'Europe du Sud catholique. Et lorsque la France s'ouvre à la liberté religieuse à partir de la Révolution française, les églises protestantes d'Europe du Nord y voilà un signe divin bien sûr, de la providence. Il y a là une ouverture vers une évangélisation pour transformer la France. Et lorsque la France sera protestante, on pourra s'appuyer sur elle pour aller à la conquête de l'Europe du Sud, sur l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et donc la France est un enjeu majeur pour les missionnaires étrangers. Et c'est une action missionnaire qui va être constante sur l'ensemble du siècle, à partir des années 1815, et par vagues, on pourrait dire vagues successives tous les 15 à 20 ans. Alors il y a des mouvements qui sont assez connus, le réveil de Genève, qui va avoir un impact important, et puis il y a des mouvements qui sont moins connus, mais qui vont contribuer à transformer considérablement le protestantisme français. Pourquoi? Parce que jusque-là, le protestantisme français est essentiellement calviniste et un peu luthérien dans sa partie de l'Est, bien sûr, dans les régions d'Alsace, et puis dans les grandes villes, à Paris et à Lyon. Or, lorsque les missions étrangères arrivent en France, eh bien, elles arrivent et elles viennent avec leurs méthodes, bien sûr, mais elles viennent aussi avec leurs idées, et leurs idées ecclésiales, leurs idées théologiques, leur manière de vivre la foi. Et l'objectif qui était d'évangéliser la France va peu à peu se transformer. Une fois qu'on a créé une communauté autour du missionnaire, qu'est-ce qu'on en fait de cette communauté? Est-ce qu'on la laisse rejoindre l'Église réformée, quitte à mettre en sourdine les différences théologiques ou les différences de pratiques religieuses qui peuvent exister? Ou est-ce qu'on continue à accompagner la nouvelle communauté qui s'est formée? Et donc c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait c'est une question qu'on va retrouver dans tous les groupes missionnaires. Et progressivement au cours du siècle, finalement, la tendance va être à former des communautés différentes, à se séparer de l'Église réformée ou de l'Église luthérienne. Et c'est comme ça que vont s'implanter peu à peu des dénominations protestantes. Alors bien sûr, ça effraie les autorités politiques, qui n'y comprennent absolument rien. Bien sûr, ça effraie les autorités catholiques, qui voient une raison de plus pour dénoncer le protestantisme, en disant que le protestantisme est divisé en autant de sectes
qu'il existe de protestants, et que non seulement on est envahi par les protestants étrangers, mais qu'en plus on est envahi par les sectes protestantes étrangères. Alors évidemment, comment comprendre la différence entre des méthodistes wesléens et des méthodistes calvinistes? Deux mouvements différents. Que viennent faire les baptistes? Pourquoi rebaptiser des gens qui sont déjà chrétiens? Puisque les baptistes rebaptisent et n'acceptent pas le baptême des enfants. Et puis après, alors là, on ne comprend absolument rien aux querelles théologiques des mouvements venus d'Angleterre, qui portent des noms en général issus de leurs fondateurs. Alors, Edward Irving, qui va donner un courant qu'on appelle les Irvingiens, les Darbistes, qui sont fondés par John Nelson Darby, les Plymouthistes. Alors, ce sont des églises qu'on appelle deux frères. Alors là, c'est une église qui refuse les pasteurs, donc il veut une organisation ecclésiale différente. Les salutistes, eux, sont des adeptes de l'armée du salut. Alors là, un mouvement encore plus bizarre, puisqu'elle porte un uniforme. Ils portent un uniforme. L'armée du salut a été fondée en Angleterre en 1878 par William Booth pour s'occuper des plus pauvres. Voilà un objectif social, bien sûr, très louable, mais avec des méthodes absolument contestables aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'on porte un uniforme et on ne voit pas trop le rapport avec cet uniforme. Les salutistes envoient à égalité des missionnaires masculins et féminins. Et les premières missionnaires salutistes en France, les 3 premières, sont des femmes. Alors, vous imaginez le scandale. 3 femmes, 3 jeunes filles qui arrivent à Paris et qui entreprennent d'évangéliser avec leur accent britannique et leur français mal maîtrisé, en uniforme. Donc évidemment on ne comprend absolument rien, qui en plus ne se contentent pas de faire des réunions d'évangélisation dans leur salle, mais qui font de l'évangélisation dans la rue, qui distribuent le journal dans les bistrots. Alors que viennent faire des jeunes filles dans le bistrot? Donc vous voyez la contestation qui est provoquée par tout cela. Et puis des mouvements qui arrivent tout au long du siècle, les adventistes également, qui attendent, qui eux, à travers leur relecture de la Bible, mettent en avant le sabbat, c'est-à-dire abandonnent le dimanche pour revenir au sabbat tel qu'ils l'ont lu dans la Bible. Donc on se demande, du point de vue des autorités évidemment, de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit encore de christianisme, puisque là on a des ruptures majeures avec tout ce qui est le christianisme habituel. Et le plus étonnant, c'est que toutes ces dénominations trouvent un écho en France. Alors, on a des témoignages comme ça qui sont assez amusants, y compris donc celui de Robert Stevenson, qui, lorsqu'il fait sa route avec un âne, va rencontrer, au milieu de nulle part, on pourrait dire, en fait, c'est près du pont de Montvert, il ne faut pas dire au milieu de nulle part, c'est près du pont de Montvert, il rencontre quoi? Un darbiste. Il est tout étonné de voir comment un mouvement dont il avait entendu parler en Écosse et en Angleterre, se retrouve ici, mais il ne s'agit pas d'un missionnaire darbiste, non, il s'agit d'un converti au darbisme. Et donc c'est une véritable transformation du protestantisme qui a lieu au cours du XIXe siècle, alors que les historiens, bien sûr, connaissent, puisqu'on avait étudié chacun de ces mouvements, mais finalement on n'avait jamais regardé de manière globale l'arrivée de ces mouvements, et on voit comment on a une véritable pluralisation du protestantisme français, qui n'est pas nouvelle. Contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir aujourd'hui face au développement des églises évangéliques, en fait la rupture se fait au XIXe siècle, où les missionnaires arrivent, et lorsqu'ils arrivent, eh bien, ils vont progressivement implanter leur nouvelle structure, leur nouvelle manière de vivre la foi, leur nouvelle organisation ecclésiale,
leurs différences théologiques, avec finalement, là, l'une des caractéristiques, on pourrait dire presque fondamentales du protestantisme, c'est qu'un protestantisme en bonne santé est un protestantisme qui se divise. Alors ça peut paraître assez étonnant, mais le 19e siècle, en fait, c'est ça. Plus le protestantisme guérit de ses blessures de la période du désert, plus il se renforce, mais plus il peut donner libre cours à ce qui semble important, c'est-à-dire la manière de vivre sa foi et de comprendre la foi. Et donc, lorsqu'au début du XIXe siècle, l'essentiel, c'est de reconstruire matériellement le protestantisme, et donc il s'agit d'abord, bien sûr, d'avoir une Bible, d'avoir des recueils de chants, d'avoir des pasteurs, d'avoir un lieu de culte. Et donc, si jusqu'à 1850, on pourrait dire, l'effort est d'abord un effort de reconstruction, de renforcement des forces du protestantisme français, une fois que cette reconstruction est faite, à partir de 1850, le protestantisme français, les protestants français vont être considérablement influencés par ces idées nouvelles qui viennent de l'étranger. Alors qui viennent surtout d'Europe, d'autres viennent des États-Unis, mais parce qu'on a désormais la possibilité de réfléchir à ce qui fait le cœur de la religion, c'est-à-dire les querelles théologiques ou les querelles de rites et de pratiques. Et donc cette influence étrangère, elle contribue à une véritable refondation du protestantisme, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est d'abord une renaissance. Et cette renaissance, donc, elle se fait en particulier grâce aux apports démographiques, grâce à des nouvelles forces intellectuelles. C'est aussi une reconstruction matérielle, une reconstruction ecclésiale, une reconstruction du corps pastoral, une reconstruction des temples. Ah oui, et c'est là où je voulais vous montrer, bien sûr, que dans cette diversification, même dans la reconstruction des temples, dans la seconde moitié du XIXe siècle, on va voir cette pluralisation. Puisqu'évidemment, une fois qu'on a construit, qu'on a implanté une communauté anglicane, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va construire une chapelle, un temple, mais d'inspiration anglicane. Et donc on va avoir ces bâtiments, alors qui de l'extérieur peuvent paraître assez curieux, parce qu'ils ne ressemblent pas à l'image qu'on a d'un temple, mais oui, il s'agit bien d'un temple, et on va voir fleurir en de nombreux endroits de France des temples qui ne ressemblent pas à l'image que l'on a d'un temple français. Des temples inspirés de l'architecture gothique, des temples avec des vitraux, des temples qui ressemblent à des temples suisses, à des chalets suisses, à des églises allemandes. Pourquoi? Mais sous l'influence, bien sûr, des missionnaires étrangers, sous l'influence des églises qui financent, sous l'influence des généreux donateurs qui financent tout ça, et sous l'influence finalement des pratiques culturelles, ce que les historiens appellent les transferts culturels, qui sont extrêmement importants. Et le protestantisme français, de ce point de vue-là, contribue à ces transferts culturels des pays de l'étranger vers notre société. Et j'en prendrai un seul exemple, qui moi, que j'ai découvert et qui m'a beaucoup amusé, c'est celui du sapin de Noël. Le sapin de Noël va être popularisé en France par les protestants français, et le premier sapin de Noël qui est dressé à Paris l'est en 1837. Il est dressé au Palais des Tuileries. Et pourquoi est-ce qu'il est dressé au Palais des Tuileries? C'est-à-dire c'est la résidence royale à l'époque. On est sous la monarchie de Juillet, c'est le règne de Louis-Philippe. Le fils aîné de Louis-Philippe, l'héritier du trône, a épousé une princesse allemande, la duchesse de Mecklembourg-Schwerin, qui est luthérienne. Et dans l'accord qui a été fait, dans la négociation diplomatique, politique et matrimoniale qui a été faite, il a été convenu que le mari, bien sûr, restait catholique, la femme restait luthérienne, et que les enfants, qui sont appelés à hériter du trône, seraient catholiques. Mais donc, pour accueillir convenablement
la nouvelle duchesse d'Orléans, eh bien, la famille royale décide d'installer, pour les fêtes de l'année 1837, le premier sapin de Noël protestant à Paris. Et on voit donc qu'à partir de là, la pratique du sapin de Noël va s'acclimater. Alors bien sûr, au début, de manière lente, ça va augmenter tout au long du siècle, et puis ça va être renforcé, évidemment, par toutes ces communautés étrangères, et puis aussi par l'arrivée des Alsaciens, après 1870, dans l'ensemble du pays. Et donc on voit, et puis je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà... Après je suis trop long, pardon, comment le protestantisme français a été non seulement considérablement revivifié au cours du siècle, mais c'est aussi est devenu un passeur de culture, et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant, non seulement au bénéfice des protestants français, mais aussi au bénéfice de la société en général. Voilà, je vous remercie.